Et à la régie, notre ami Philippe Sinclair. Merci beaucoup, Philippe. Alors, évidemment, nous commençons tout de suite, puisque le décès et les funérailles de la reine Élisabeth II, qui a été suivi en Angleterre, dans le monde et notamment en France par des millions de personnes, eh bien, n'a pas manqué, il faut le reconnaître, de remettre en cause quelques-unes de nos certitudes. D'abord, l'antagonisme de la République et de la monarchie qui a été si fortement affirmé en France lors de la Révolution française. Ensuite, l'articulation qui existe, n'est-ce pas, entre des régimes qu'on appelle démocratiques, mais qui sont au fond, somme toute, républicains en Europe du Nord, puisque en Suède, en Norvège ou même en Espagne, ben, il y a des monarchies qui coexistent avec, au fond, des systèmes ou des régimes républicains. Donc c'est peut-être l'occasion de clarifier ce qui sépare ou ce qui unit la République et la monarchie, et en remarquant que la question a concerné les philosophes Aristote, Locke, Montesquieu depuis fort longtemps. Donc nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Dans une lecture, donc, chère Blandine Kriégel, de 3 textes différents, l'un d'Aristote qui est issu donc de la politique, la monarchie n'est qu'un gouvernement de la République. Tous les régimes politiques, politeiai, qui ont en vue l'intérêt général, sont corrects. Ceux qui ont en vue l'intérêt privé du gouvernement sont défectueux, ils sont despotiques, car la cité est une communauté d'hommes libres. Cela dit, il faut encore connaître les différentes formes de gouvernement. Politoïma, l'autorité suprême de la cité est donnée à un seul, un petit nombre ou à la masse des citoyens. Les gouvernements sont corrects quand ils ont en vue l'intérêt général, mais quand ils ont en vue l'intérêt privé d'un seul, d'un petit nombre, de la masse, ils deviennent déviants. Nous appelons monarchie le gouvernement d'un seul, l'aristocratie le gouvernement d'un petit nombre, et la République le gouvernement de la masse. Bref, des gouvernements qui ont en vue l'intérêt général. Les déviations despotiques sont la tyrannie, l'oligarchie et la démocratie démagogique. Maintenant donc Locke, extrait du 2e traité du gouvernement civil. Le monarque n'est pas un tyran. Le monarque, Jacques Ier, avec sa juste intelligence des concepts, donnait de la différence entre un roi et un tyran la saine définition que voici. L'un prend les lois pour limite de son pouvoir et le bien public pour fin de son gouvernement. L'autre suborne tout à sa volonté et à son avidité personnelle. Là où le droit finit, la tyrannie commence. Et enfin, donc, Montesquieu, un texte que vous avez choisi, Blandine Kriégel, extrait de l'Esprit des lois, sur la Constitution, justement, de la Grande-Bretagne, la Constitution anglaise. Il y a une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa Constitution la liberté politique. Pour découvrir la liberté politique, il ne faut pas tant de peine si on peut la voir où elle est, si on l'a trouvée. La Constitution d'Angleterre. Dans chaque État, il y a 3 sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice du droit des gens, la puissance exécutrice du droit civil. Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, des nobles ou du peuple exerçait ces 3 pouvoirs, celui de faire des lois. Ce n'est point à moi à examiner si les Anglais jouissent de cette liberté ou non. Il me suffit de dire qu'elle est établie par leurs lois et je n'en cherche pas davantage. Merci beaucoup, Alexis. Alors, au fond, on voit d'emblée, n'est-ce pas, que les questions philosophiques, ici de 3 philosophes différents, ont un certain avenir devant elles, puisque d'Aristote à Montesquieu, il s'est quand même écoulé beaucoup de temps. Alors, que dit ici Aristote ? Quelque chose d'ailleurs, pour ma part, puisque vous étiez à Nanterre en allemand, mais que je n'ai jamais changé d'enseigner à mes étudiants. Ça me rappelle des bons souvenirs. Mais qui n'est pas passé dans l'opinion. Et qu'est-ce que c'est ? C'est simplement ceci, que la République est un régime politique, le terme grec c'est politeia, n'est-ce pas, la cité, et que la monarchie, ou l'aristocratie, ou la démocratie, ne sont que des gouvernements, politeuma. Il y a 2 mots différents en grec pour distinguer le système politique et le gouvernement. La République, c'est le régime qui a en vue l'intérêt général et le bien commun. Aristote ajoute d'ailleurs qu'elle repose sur des citoyens qui sont libres et égaux, et le teroi kai isoi. Son opposé, ce n'est pas la monarchie, c'est le despotisme ou l'empire, qui a en vue l'intérêt privé et qui repose sur des individus assujettis. Autrement dit, au fond, il peut exister un gouvernement monarchique de la République. Cette définition, au fond, a été la base de toute la philosophie politique classique. Et en fait, on la retrouve exactement chez Hobbes, chez Spinoza, chez Locke, chez Montesquieu, bien qu'ils ne soient pas, au fond, pour le même type de gouvernement.
J'oublie même Kant. Or, en fait, elle a été tout à fait oubliée ou recouverte. Alors, deuxièmement, à Locke. Que dit Locke? Eh bien, Locke, vous savez, est le père de la glorieuse révolution, comme Aristote était au fond le grand penseur de la fin de la République athénienne, le père de la glorieuse révolution à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de la monarchie constitutionnelle. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, chère Myriam Isabelle, dans le cadre du Commonwealth. Donc, Locke nous dit que le monarque, le roi, est toujours capable de verser dans l'absolutisme ou dans la tyrannie, mais qu'il peut parfaitement se porter au gouvernement de la République à deux conditions. Premièrement, que la loi limite son pouvoir et sa volonté, et en vérité, il vise le bien public et non l'avidité de s'enrichir. Et enfin, Montesquieu, eh bien, que nous dit Montesquieu? Que le modèle au fond de la monarchie constitutionnelle, c'est la constitution anglaise. Donc, c'est le moment où il expose évidemment sa fameuse théorie de la séparation des pouvoirs. Il estime que la liberté politique est établie en Angleterre grâce à la séparation des pouvoirs, mais que, au fond, cette monarchie constitutionnelle établit bel et bien la liberté politique et par les lois. Alors, évidemment, à partir de là, les questions que je voudrais au fond poser, qui sont les suivantes. D'abord, exactement avant les questions, les leçons. Quelles leçons, n'est-ce pas, on peut rétablir? Eh bien, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une durée quand même des questions des philosophes, n'est-ce pas, qui traversent le temps. Ce sont des questions centrales et qui nous invitent à penser au fond, ce que nous avons beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, qu'il existe une articulation dans nombre de pays d'Europe du Nord entre la République et la monarchie. Alors, et c'est vrai dans tous ces pays d'Europe du Nord. C'est un système républicain, n'est-ce pas, aussi, mais avec un gouvernement monarchique qui s'oppose évidemment à l'antinomie qui a été proclamée par, au fond, les deux grandes révolutions du XVIIIe siècle, la Révolution américaine et la Révolution française, qui, au contraire, au fond, est, comment dire, exilé, n'est-ce pas, la monarchie comme gouvernement compatible avec la République. Alors, évidemment, ici, chère Myriam Isabelle, c'est l'actualité qui nous oblige à refaire notre lexique et à corriger nos approximations, et en particulier, au fond, à propos de la monarchie constitutionnelle au sein du Commonwealth. Je rappelle que la traduction anglaise, n'est-ce pas, Commonwealth, c'est la traduction anglaise de res publica en latin. Et c'est déjà, n'est-ce pas, au fond, cette monarchie au sein du Commonwealth, un gouvernement monarchique, mais d'un régime, le Commonwealth, n'est-ce pas, qui est, au fond, une république et non d'un régime despotique. Non, d'un régime despotique. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, chère Myriam Isabelle, sur la monarchie anglaise de ce point de vue-là? République ou Commonwealth et monarchie. Qu'est-ce que vous pourriez nous apprendre sur cette monarchie anglaise que nous ne savons pas et qui nous intéresse, bien sûr? J'espère. Alors, il est certain, d'après les catégories que vous avez énoncées, que la monarchie constitutionnelle britannique telle qu'elle est issue de la glorieuse révolution de 1788 s'est constituée notamment en contrepoint, en opposition à l'absolutisme, donc à ce qui était considéré comme la tyrannie de l'absolutisme français. Tel qu'il existait en France. Voilà, exactement. Donc, rappelons simplement pour illustrer les choses que Jacques II, qui est donc déposé en 1688 par son Parlement, et le cousin germain de Louis XIV, qui l'accueillera, qui vient de révoquer l'édit de Nantes, qui vient, voilà, et qui accueille Jacques II en France, et qui l'accueillera par la suite naturellement. Donc, suite à effectivement au conflit du XVIIe siècle où la monarchie Stuart et donc qui prenait le régime absolutiste français, enfin Bourbon en modèle.
modèle, enfin en miroir plutôt et en contre-modèle, véritablement en contre-modèle, ce qu'on voit, donc vous l'avez rappelé, Locke a théorisé véritablement des transformations, des mutations idéologiques qui ont eu lieu au cours du XVIIe siècle, où on a pris conscience à la faveur sous la plume de jurisconsultes, de spécialistes du régime de common law, que le pouvoir du roi, la prérogative royale, devait être limitée, d'une part par les décisions de justice, d'autre part par le Parlement. Donc pour prolonger cette idée-là, effectivement, le régime, la monarchie constitutionnelle telle qu'elle est issue de la Glorieuse Révolution a par conséquent servi de modèle de modernité politique au XVIIIe siècle. Donc c'est ce dont on a parlé, c'est comme ça qu'elle se... C'est dont Montesquieu telle qu'elle est présente. Elle est décrite par Montesquieu, elle fait figure véritablement de modèle. Pourquoi ? Parce que précisément, le monarque a pu se maintenir, mais tout en s'adaptant finalement aux aspirations démocratiques du peuple anglais, telles qu'elles s'étaient exprimées au XVIIe siècle. Donc l'idée dominante au XVIIIe siècle, c'est que le roi se tient au-dessus des partis et assure la cohésion de la nation. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sous la plume de Bolingbroke, un penseur Tory, mais qui a très certainement inspiré Montesquieu dans sa aussi définition du pouvoir, voilà, tout à fait, monarchique limité. Le monarque constitutionnel est une incarnation de l'État, un symbole, tandis que le Premier ministre et le cabinet assurent la gestion des affaires courantes. Et donc, effectivement, il peut se développer toute une vie démocratique. Et ça a très bien été décrit par le grand penseur libéral, journaliste et aussi spécialiste de la Constitution anglaise, Walter Bagehot, au XIXe siècle. Merci beaucoup. Alexandre, aujourd'hui, alors la monarchie et la République en Angleterre, la monarchie et le Commonwealth, qu'est-ce que vous nous en diriez ? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un grand piège. Oui. C'est-à-dire que, bien entendu, le Premier ministre, ça ne fait aucun doute, c'est le chef de l'exécutif. Et comme la reine le disait, elle ne pouvait être que la conseillère, qu'une instance un petit peu de modération, etc. Derrière cela, il y a en fait une constitution réelle qui n'est pas la même. Et on le voit très bien, d'ailleurs, du fait que c'est une chose que la monarchie n'a jamais supportée de Churchill, c'est que pendant la guerre et sous la nécessité de la lutte contre l'hitlérisme, Churchill a gardé tout le domaine réservé qui n'était plus celui de George VI, mais le sien. Sur la politique étrangère. Sur la politique étrangère, toute la politique étrangère de Churchill était menée donc par le Premier ministre. Oui. Et bien entendu, c'est une des raisons pour laquelle la monarchie a eu un soupir de soulagement lorsqu'elle a été débarrassée de Churchill par le suffrage universel et par la victoire d'Attlee, qui, lui, n'avait pas le même degré d'impérialisme. Oui. Et quand bien même Churchill était revenu, mais déjà très, très diminué, et était obligé de laisser la place ensuite à Eden, c'était fini. Donc, à ce moment-là... Quel est le pouvoir de la monarchie ? Ah ben voilà, il y a un pouvoir de la monarchie. C'est le pouvoir des services spéciaux, de ce qu'on appelait l'ensemble MI5, MI6, oui. C'est-à-dire en fait de tous les services secrets britanniques qui sont sans doute parmi les meilleurs du monde. Avec, et qui étaient dirigés par qui ? KGB d'ailleurs pénétré, qui a pénétré profondément. Mais qui était dirigé par qui, Alexandre ? Qui a été dirigé effectivement pendant cette époque par tout simplement Mountbatten. Et ensuite ? Qui a été chef d'un théâtre d'opération, celui de l'océan Indien et du Pacifique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui ensuite était en fait sous prétexte... il était le chef des armées, en fait. Oui. Et il est resté pendant toute l'époque de la reine Élisabeth, pendant très longtemps, jusqu'à son assassinat par l'armée républicaine irlandaise. Oui. Et après, c'est le prince Philippe. Oui. Oui, c'est très intéressant, je vous remercie. Alors, je voudrais vous poser une autre question, Alexis. Au fond, est-ce que dans une république, sans royauté,
eh bien, il n'y a pas quand même un peu de principe monarchique. Prenons la constitution de la Ve République. C'est une constitution mixte, n'est-ce pas? Il y a, au fond, ou les régimes présidentiels aux États-Unis, le pouvoir d'un seul, c'est ce que ça dit étymologiquement. Nous pensons que nous sommes seulement une démocratie, mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce qu'il n'y a pas du principe monarchique qui demeure même au sein des républiques? Alors, je me souviens d'un livre que je vais citer, puisqu'on l'a fait ensemble il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait Oui. Querelle française, un peu moins de 15 ans, 10 ans, Oui. Querelle française. Et vous me disiez même, quand on s'interrogeait là-dessus, sur ces différences-là entre les despotismes, les républiques, les monarchies, qu'il y avait même au cœur de la République française, en raison de la constitution de la Ve, un reste de noyau monarchique, mais aussi despotique. Et donc, Oui, je vais pousser le paradoxe très loin. Oui. Je me souviens de cette phrase qui m'avait frappé. Peut-être d'ailleurs faut-il, pour qu'un régime démocratique soit capable de décision, de décisionnisme, et donc de se défendre aussi contre l'adversité d'ennemis, intérieurs ou extérieurs, peut-être faut-il qu'il y ait ce noyau-là. C'est-à-dire, si vous supprimez complètement ce noyau-là, si vous êtes dans une démocratie, là je vous livre ma réflexion vraiment personnelle, si vous êtes dans une démocratie absolue, telle que, par exemple, on pourrait y conduire l'application à la lettre de cette philosophie que moi j'aime beaucoup par ailleurs, qui est celle de l'esprit des lois. Nous en avons lu un extrait sur la séparation des trois pouvoirs. Peut-être n'y aurait-il plus de décision. Mais il n'est pas pour une démocratie absolue. Non, bien sûr, mais peut-être n'y aurait-il plus de décision. Oui, c'est-à-dire que la décision en démocratie n'est possible qu'à condition qu'il y ait quand même un minimum de subsistance de quelque chose du principe monarchique. Et d'ailleurs, alors on va prendre un exemple dans l'actualité plus récente. Ne parlons pas de De Gaulle, laissons De Gaulle de côté. Ah, mais quand même. Attendez, attendez, je finis mon raisonnement. Pourquoi De Gaulle a-t-il choisi Jacques Foccart Soyez gentil, je finis juste mon raisonnement, après vous allez, parce que c'est important. Mais après, nous avons eu l'occasion, et je ne suis pas le seul, mais beaucoup de commentateurs politiques, et Alexandre sans doute aussi y a pris sa part, et à juste titre, de s'étonner de ce qu'on a appelé au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron la conception jupitérienne du pouvoir. Quelle était-elle, cette conception jupitérienne? Au fond, si on résume, c'était justement une forme de retour à un certain décisionnisme gaulien. C'est-à-dire, je suis le président, je suis vraiment au-dessus des partis, mais je suis aussi, pardonnez-moi l'expression, un peu au-dessus des Français. Et j'assume, en quelque sorte, cette position d'éminence, en tout cas... Attendez, mais laissez-moi terminer. Non, mais je vous interromps pas. D'exaucement au-dessus de la nation. Oui. Or, je ne suis pas, comment vous dire, à titre personnel, je n'étais pas enchanté de cette position-là. Mais on est obligé de reconnaître que si, quand on est président de la République aujourd'hui, on veut faire des choses, on est un peu obligé de se mettre dans cette position. C'est ce que dit Aristote. Oui. Hein. C'est ce que dit Aristote. Il dit pour les décisions vraiment importantes dans la finitude, il faut un seul. Et alors voilà. C'est ce que dit Locke aussi d'une certaine Tout à fait. Et donc, vous voyez où je veux en venir. Je ne suis pas du tout dans une justification du macronisme. C'est pas ça. C'est pour essayer de comprendre pourquoi, en réponse à votre question, il faut probablement, pour qu'une démocratie soit encore efficiente, qu'il y ait un petit peu de ce reste-là de grumeaux de monarchie. Et alors, on va boucler la boucle. C'est probablement, je finis juste et je vous laisse la parole, c'est probablement la meilleure réponse aussi à ceux qui, par exemple, on va dire, sous le pavillon de l'idéologie du Rassemblement national, se réclament, eux, d'une démocratie illibérale. Et bien, si on ne veut pas passer à la démocratie libérale, il faut que la démocratie libérale, puisqu'on l'appelle comme ça, fasse droit à un minimum de décisionnisme. Vous me donnez un relais merveilleux pour la question que je voulais poser à Alexandre. Alexandre, dans notre République démocratique, n'est-ce pas, laïque, sociale et tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il y a trop ou trop peu de démocratie par rapport à la place qu'occupe la monarchie? Qu'est-ce que vous répondriez? Parce que c'est une grande question, ça, aujourd'hui. Si la démocratie, c'est Marine Le Pen et Mélenchon, bien entendu, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est tout à fait évident. Bon. Et je voudrais ici faire l'éloge de Jacques Foccart. Pourquoi le général de Gaulle n'a pas donné finalement à un de ses compagnons les plus glorieux? Il y en avait, et notamment Jacques les services secrets et l'Afrique. Voilà. Il a décidé, à un moment donné, il a compris surtout que dans le système de la 4ème République, c'était les services secrets américains qui donnaient l'information et notamment qui s'occupaient de la question la plus importante, c'est-à-dire l'Union soviétique à leurs yeux, à ceux qui étaient leurs amis, y compris Guy Mollet. Et ça, il a dit non, ce n'est plus possible. Et c'est là où Jacques Foccart, qui était certainement un homme qui avait qui a fait des choses, mais qui n'a jamais été en premier plan,
a été choisi pour avoir les services secrets et de s'occuper de la seule chose dont il savait que les Américains ne mettraient pas la main, c'est-à-dire l'Afrique. Et à partir de là, Monsieur Afrique a été Jacques Foccart, jusqu'à Jacques Chirac, bien sûr. Oui. Et la stabilité et la continuité de Foccart est absolument extraordinaire. Et bien entendu, c'est par Foccart que De Gaulle communiquait avec ceux avec lesquels il voulait toujours communiquer sans jamais être nécessairement subordonné à eux, c'est-à-dire les interlocuteurs russes. Merci Alexandre. Alors je vais poser ma question à notre ami le docteur David, et après je reviendrai vers vous, chère Myriam Isabelle. Alors, Marielle, au fond, on a eu le sentiment, à écouter tous les commentateurs des funérailles d'Élisabeth, que, en vérité, n'est-ce pas, l'incarnation du sentiment patriotique, du sentiment national, est nécessairement liée à une royauté sacrée, n'est-ce pas? Il y a un sentiment de sacralisation. Alors, dans le cas anglais, de gâtisation. Oui, parce que ce qu'on a entendu, c'est Alexandre, du gâtisme laissez-moi aussi. poser ma question. Donc, est-ce que vous pensez que, au fond, le théologico-politique, c'est-à-dire l'union du sacré et du politique qui existe dans toutes les sociétés, nécessairement passe par la royauté, ou est-ce qu'il peut exister sous d'autres formes dans les sociétés qui n'ont pas de monarchie, soit par la ferveur, soit par le drapeau, l'hymne, enfin d'autres symboles. Qu'est-ce que vous pensez de cette symbolisation de l'unité nationale, Marielle? Oui, enfin, on peut peut-être dire quand même que la reine Élisabeth est un symbole tout à fait particulier. Déjà, c'est une femme, ce Oui. n'est pas rien. Parce qu'au fond, c'est un symbole maternel. Et peut-être que, d'une certaine façon, elle a échappé à un certain type de rivalité entre hommes qui aurait fait que les premiers ministres et que enfin, tous ceux qui gouvernent le Commonwealth s'opposent au chef. Comme c'était une femme, qu'elle fut très habile, et bien justement... elle a pu, au fond, présenter un mode particulier qui n'est pas du tout catholique, puisque chez les catholiques, il n'y a pas de femmes qui arrivent... Anglican. Voilà, un schéma anglican particulier qui, par conséquent, s'est révélé assez efficace parce qu'elle a été... Elle a su rester dans certaines limites. C'est surtout ça qui est admirable dans son travail. C'est qu'elle a très bien gardé des limites. Alors maintenant, là où il n'y a pas de roi, par où passe le théologico-politique? Alors là, évidemment... Pas seulement le théologico-politique, le sentiment, l'incarnation, la symbolisation de l'appartenance à une communauté unifiée. Je crois qu'on peut dire que dans notre pays, par exemple, il y a une crise de cette représentation. Oui. Il y a une crise. Parce que, évidemment, on était pour la laïcité, qui était une espèce de religion, une nouvelle religion, la laïcité. Pour certains, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais enfin bon, c'était présent. Et que, aux surprises, les religions reviennent. Et on voit quand même que la nécessité de croire, comme le dit fort bien Julia Kristeva, est quelque chose de fort. Oui. Et qu'on est un petit peu en difficulté actuellement pour repenser cette question-là, qui pourtant, il faut le faire. Une dernière question à Myriam Isabelle, notre invitée. Chère Myriam, je vous remets le micro en face. Ici, hein, j'ai senti comme un glissement, n'est-ce pas, vers la monarchie. Alors, moi, j'ai voulu, oui, que je comprends très bien, mais... Quand même, est-ce que, et vous avez tous dit qu'en fait il faut de la monarchie, j'en suis d'accord, mais est-ce qu'il petit noyau monarchique. Est-ce qu'il ne faudrait pas, ouais. est-ce qu'il ne faudrait pas, au fond, aussi démocratiser davantage, démocratiser la République plus que, je parle de la nôtre, plus qu'elle ne l'est, et est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des formes de symbolisation, n'est-ce pas, de l'unité nationale? On les trouve pendant les guerres, on l'a trouvé. N'est-ce pas, la résistance a été une grande symbolisation et on est assez nombreux ici pour savoir que c'était important, n'est-ce pas, pour nos parents. Était une symbolisation, n'est-ce pas, de l'unité nationale. Elle ne prend pas nécessairement une forme monarchique. Qu'en pensez-vous, chère Myriam Isabelle?
Tout angliciste que vous soyez. Donc c'est une question d'ordre général. Oui, parfaitement. Oui, parce que moi, si vous me le permettez, je voulais peut-être revenir sur le système britannique, parce que on a parlé de ce qu'on pourrait, de la théorie, de ce qu'on pourrait même qualifier de mystique de la Constitution anglaise, telle qu'elle a été portée au nu par Montesquieu et tous les autres. Mais dans le système actuel, il y a des inquiétudes qui portent donc d'atteinte à la démocratie, qui portent... Alors, non pas tant. On a vu des réactions, je crois que vous avez tous vu, des réactions un peu anti-royalistes également. Pas seulement de la déférence, oui. Tout à fait, dans certaines parties du Royaume-Uni, dans le Commonwealth, dans les pays du Commonwealth, non pas tant contre la reine, qui était quelqu'un de très respectable et très respecté, mais contre le symbole, évidemment, de la monarchie. Les principales inquiétudes, portent sur la concentration du pouvoir véritablement, et sur la manière dont la prérogative royale en réalité est exercée par le Premier ministre, britannique, qui concentre des pouvoirs considérables. Il est à la fois chef de l'exécutif et chef du parti, de la majorité au Parlement, étant entendu que la Chambre des Lords, bien sûr, n'a plus de... Donc cette séparation ou distribution des pouvoirs... Oui, écoutez, je vous remercie tous, et donc nous retrouverons la semaine prochaine pour parler de la République et du libéralisme, et ça clôturera pour le moment cette petite enquête d'entrée de jeu que nous faisons sur la République. Merci à vous.